Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler série télé, on va pas parler cinéma, on va parler de 30 Monedas, 30 pièces en français, la série de Alex de la Iglesia. Donc là on va parler de la saison 2, mais je vais profiter de la saison 2 pour vous parler des deux saisons parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Le père Vergara est un exorciste. Il est envoyé par l'église dans une ville reculée d'Espagne. Bientôt, Paco, le maire naïf du village, et Elena, la vétérinaire, souhaitent lever le voile sur le passé du religieux. Ils vont se retrouver au sein d'une conspiration mondiale touchant le Vatican. Bien, on va parler un petit peu série télé, on va parler série télé espagnole, ça change un peu des séries américaines, coréennes, voire françaises. L'Espagne est un producteur de séries et de films plutôt intéressants depuis pas mal d'années. Ça fait quand même 10, 15, 20 ans que les Espagnols font des films de qualité, des séries de qualité maintenant. Et on pourrait citer des cinéastes importants, comme Guillermo del Toro, comme... je pourrais en citer beaucoup, mais dans le genre, oui, il y a ces gens-là, avec notamment Alex de la Iglesia, donc, qui s'est démarqué depuis pas mal d'années, avec des films importants dans le cinéma espagnol, et qui est devenu maintenant une star mondiale, en tant que réalisateur, scénariste, producteur, etc. Donc Alex de la Iglesia, on le connaît surtout pour ses films comme Le Jour de la Bête, par exemple, ou Mort de rire, Mes chers voisins, 800 balles, Le crime parfait, Balada triste, enfin tous ces films qui ont fait de lui sa notoriété. Et donc c'était assez naturellement qu'il se lance un petit peu dans la série télé, parce que c'est quelqu'un qui touche un petit peu à tout. Il s'est essayé dans le dessin au début de sa carrière, il s'est lancé dans la réalisation, la mise en scène, il a essayé la télévision aussi un petit peu, les scénarios, etc., etc. Donc c'est très naturellement qu'aujourd'hui, il avait envie de se lancer dans la série télé. Et donc en 2020 est arrivé 30 Monedas, 30 pièces en français. Alors c'est traduit un petit peu dans toutes les langues, on retiendra le titre original. Et donc en 2020, il a sorti la saison 1. Et en 2023 est arrivée une saison 2 un peu péniblement, et visiblement ça a un petit peu moins marché, il n'y aura pas de suite, donc il n'y aura pas de saison 3, donc on va s'arrêter à la saison 2, mais globalement, voilà, je vais essayer de parler de la série dans sa globalité, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Alors, est-ce que j'ai aimé 30 Monedas, 30 pièces Oui, j'ai adoré. Enfin, j'ai surtout aimé la saison 1 par rapport à la saison 2, donc je vais essayer d'expliquer un petit peu en quoi la saison 2 est un petit peu en dessous de la saison 1, mais globalement c'est deux saisons de 8 épisodes, donc sur sa totalité ça fait 16 épisodes, et c'est une série qui globalement se tient dans une forme d'unité, on va dire que... voilà, c'est une histoire continue, il n'y a pas forcément des histoires différentes, des personnages différents, même si on en intègre des nouveaux dans la saison 2. Mais globalement, c'est une série qui est plutôt réussie, avec le style de Alex de la Iglesia qu'on retrouve, encore une fois, avec tout ce qui fait de lui cette faculté à être un auteur, un vrai auteur, avec tous les codes et tous les genres abordés, comme l'humour noir, c'est-à-dire que ce qui fait le succès de Alex de la Iglesia, c'est la comédie horrifique, si on pourrait résumer rapidement le style de Alex de la Iglesia, c'est la comédie horrifique avec une forme toujours de satire, avec des scénarios extrêmement intelligents,
des histoires extrêmement bien écrites, avec des personnages toujours grand guignolesques, mais extrêmement écrits. Enfin, c'est toujours des personnages très très forts. Voilà, Alex de la Iglesia, c'est quelqu'un qui a fait des études de philo, je crois, et qui a un regard sur le monde extrêmement intelligent, assez noir, mais assez cynique. Il rigole beaucoup de l'âme humaine, on va dire, de la nature humaine dans ce qu'elle a de plus affreux. Et donc il s'en sert, lui, dans son cinéma et dans la série télé, à travers voilà, ce genre-là, la comédie horrifique, où on retrouve des personnages monstrueux, des situations horrifiques, toujours très très drôles, mais il va vachement loin là-dedans, quoi. C'est-à-dire que dans la construction de ses personnages ou dans les situations horrifiques, il n'a pas peur d'y aller, parce qu'il a des références de cinéma classique. Hein. C'est un grand fan de Alfred Hitchcock, c'est un grand fan de Peter Jackson dans sa période du début. Et donc lui, il a été, un petit peu comme Guillermo del Toro, nourri à la culture populaire, à la culture du bis, à la culture du genre, à tout ce cinéma très très codifié qui ont fait de lui voilà, un grand connaisseur et un spécialiste du film d'horreur et de la comédie et du côté satire et du côté noir qui peut en ressortir. Donc Treinta Monedas, c'est exactement ça, hein. C'est une histoire où il se moque de la religion, il se moque du Vatican, il se moque des curés, il se moque du pape, il construit des personnages très très drôles à travers notamment un curé vieillissant, hyper musclé, qui fait de la boxe et qui va aller se fighter contre le diable, parce que l'histoire c'est ça, hein. C'est pas mettre Dieu et Jésus en avant, c'est plutôt mettre en avant Judas, le diable, le mal, Satan, etc. Donc voilà, il se sert de tout ça à travers une histoire, l'histoire des pièces qui doivent être retrouvées pour avoir un certain pouvoir, et donc on est dans le genre enfin, la comédie horrifique, c'est son style, mais là, dans Treinta Monedas, il aborde beaucoup de genres, hein. Il y a du fantastique, il y a des drames affectifs aussi, parce qu'il y a des relations amoureuses compliquées, il y a donc l'horreur, le fantastique, le drame, le thriller, il va chercher aussi, comme Carpenter pour le faire à l'époque, il va traiter un petit peu de la folie, parce qu'il y a des scènes dans des hôpitaux psychiatriques où on voit des scènes hilarantes avec des malades qui sont moins fous que des personnages dits classiques. Et donc il oscille comme ça entre le réel et l'irréel, entre le fantastique et le monde des vivants. Et on a des scènes absolument hallucinantes avec le diable, avec Satan, avec les papes, les curés, voilà, que ce soit dans le petit village espagnol ou que ce soit au Vatican, voilà, on se moque de tout le monde, en fait, on se moque du peuple espagnol, on se moque des puissants religieux, etc. Donc on a une palette de personnages complètement loufoques, tous autant qu'ils sont, et avec des scènes d'action complètement folles, extrêmement bien maîtrisées, extrêmement travaillées, ça va très très loin dans l'horreur, dans le côté horrifique, et donc la saison 1 c'est vraiment basé là-dessus. La saison 2, on est dans une forme de continuité par rapport à l'histoire originale, mais dans la saison 2 on essaye d'intégrer un petit peu des nouveaux personnages, notamment une partie américaine, hein, incarnée par Paul Giamatti, qui incarne un businessman qui veut récupérer les pièces et avoir le pouvoir universel. Et donc là, on tombe un petit peu dans une folie presque SF. Hein. Là, on a un délire SF sur la fin de la saison qui nous amène à pour le coup, une écriture peut-être un peu plus bordélique, un peu moins travaillée, un peu moins basée sur les personnages principaux de la saison 1. On s'attaque à des nouveaux personnages qui sont des petits journalistes, des choses comme ça, et on laisse un petit peu de côté les personnages principaux. Ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'il y avait quand même des personnages forts dans la saison 1. Je pense au maire un peu naïf, je pense à la vétérinaire, je pense à ces villageois comme ça qui prennent une ampleur au fil des épisodes.
Et donc, voilà, il y a la folie de Alex de la Iglesia dans la saison 2, mais ça s'essouffle un petit peu avec un délire un peu différent, avec une faculté d'essayer de résoudre un petit peu l'intrigue principale autour des pièces. Et je trouve qu'on les abandonne un peu, on est un peu moins là-dedans. L'objet de la pièce de monnaie qui était quand même le noyau dur de la saison 1, là on le laisse un petit peu dans la saison 2 et on part dans un délire, je vous dis, un petit peu SF, avec une fin qui est rigolote, hein, qui donne des petits clins d'œil au Seigneur des Anneaux, etc., avec des zombies, avec le curé qui revient à travers les morts, enfin, voilà. Mais c'est un peu moins travaillé, c'est un peu moins prenant, je trouve. Donc je suis pas étonné qu'il n'y ait pas une saison 3, la saison 2 est un petit peu en dessous, mais par rapport à la saison 1 qui était très très riche et qui donnait vraiment l'essence même de ce que peut être le cinéma ou le monde de la télévision de Alex de la Iglesia, eh bien par rapport à la saison 2, je suis un petit peu déçu. Et c'est dommage. Bien, ben, comme je viens de vous l'expliquer, ma note pour la saison 2 est plutôt bonne, elle est plutôt sympa. J'ai mis un B+, même si je suis un petit peu déçu. Je pense que la saison 1, j'avais mis un A-, donc c'était un point au-dessus. Parce que j'avais vraiment adoré la saison 1 avec le style de la Iglesia et parfaitement illustré à travers les 8 épisodes. Et donc là, la saison 2, c'est un petit peu en dessous, c'est dommage. Je me suis pas ennuyé, hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait quand même. C'est une série extrêmement divertissante, c'est plein de folie, c'est barré, c'est drôle, c'est cynique, c'est intelligent, mais je trouve qu'il y a quand même un petit cran d'écart avec la saison 1. Donc voilà, donc j'ai mis un B+, pour cette deuxième saison qui sera la dernière. Et bien voilà, on va conclure avec cette note. J'espère que je vous aurai donné un petit peu envie de regarder la série. Alors elle n'est pas facile à trouver. C'est en 2020, la première saison avait été diffusée sur la plateforme HBO Espagne. Donc je ne sais pas si elle n'est pas facile à trouver en France. Mais si vous pouvez vous la procurer, ben regardez la saison 1 parce que c'est quand même vachement bien. La saison 2, ben, vous pourrez la regarder pour essayer de clôturer la série, même si c'est un petit peu une fin ouverte, en sachant que je pense qu'ils ne savaient pas trop s'ils allaient avoir la possibilité de faire une saison 3. Mais en tout cas, regardez la saison 1 parce qu'elle est excellente. Si vous aimez De la Iglesia, ben, vous serez ravis. Et puis si vous ne connaissez pas du tout Alex de la Iglesia, ben, je vous invite à regarder ses films. Hein. Je vous ai cité les films tout à l'heure, hein, le Jour de la Bête, 800 balles, enfin tous ces films qui sont des gros succès en Espagne et dans le monde de la cinéphilie, on va dire. Donc regardez ces films-là, il en a fait plus de 15, hein, je crois qu'il a 17 ou 18 longs métrages. Mais voilà, il y en a 4 ou 5 qu'il faut absolument que vous voyez pour découvrir son style, sa folie et son intelligence. Parce que Alex de la Iglesia, c'est quelqu'un de très très intelligent et tous ses personnages sont de vrais symboles illustrant bien la nature humaine. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus, allez-y, essayez de regarder ça, et puis ben, on se voit bientôt pour une nouvelle critique, hein, je sais pas trop ce que sera la prochaine critique. J'ai des choses sous le coude, mais on va voir. Eh bien, à très vite, et coupez.